secrétaire d'État, les organisateurs de cette matinée de l'industrie 4.0, et vous, les acteurs, au Maroc, particulièrement à Casablanca, de l'écosystème à la fois industriel et technologique. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation. Et dès que je vais pouvoir avoir la main sur la présentation, je vais pouvoir vous expliciter un petit peu notre vision de cette révolution, la 4e révolution, qui a été très bien introduite par Monsieur le secrétaire d'État, et de voir justement comment nous, à tous, un acteur de la transformation digitale, sont au cœur de cette convergence du monde réel et du monde du digital pour faire en sorte que le tissu industriel bénéficie des avancées technologiques, mais en prenant bien en compte aussi l'adoption de l'humain dans ces usines. On l'a vu, hein, ce n'est pas qu'une révolution technologique, c'est une révolution des procédés, des évolutions de l'ensemble de l'acteur de l'usine qui font faire la réussite de cette révolution industrielle. On peut passer sur la présentation, s'il vous plaît? Donc, comme je n'ai pas de télécommande, je vais vous faire pour passer vite. Première slide, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, tout ça a été très bien expliqué par Monsieur le secrétaire d'État. On a pu voir, alors, il y a une première évolution qui n'a pas avancé, qui était l'établissage, hein, ça vient de la Suisse. Vous savez, les fameuses montres, les horlogers, qui se sont mis à travailler justement en étalonnage sur l'ensemble, qui ont réfléchi à la première évolution. La deuxième, qui a été bien démontrée sur le taylorisme, avec toutes les évolutions bien sûr, hein, qui font que derrière, aujourd'hui, on a la chasse au carbone. L'informatique, et Toyota est un très bon exemple justement de gain de productivité, parce que l'objectif derrière chacune de ces révolutions-là, c'était bien la performance de l'usine, c'était centré sur l'usine, pour faire en sorte que derrière, de produire de plus en plus vite, au moindre coût. Peut-être aussi en déshumanisant de plus en plus nos usines. C'est-à-dire la robotique était un objectif, par exemple, de réduire le nombre d'ouvriers, qui avait largement contribué le taylorisme dans le fameux développement du secondaire. On voit justement avec la convergence IT-OT, mais la convergence du monde réel et du monde physique, que derrière on va développer plutôt une notion plus de col bleu, col blanc, mais vraiment une entreprise étendue et collaborative avec des cols qui sont de plus en plus bleu clair. Ça nécessite du coup, oui, que les usines deviennent des écoles comme on l'avait développé au niveau du Japon, mais mieux que ça, que derrière il y a une révolution culturelle de réflexion de comment l'usine devient une école, mais comment du coup la formation intègre le développement de l'IT vis-à-vis de l'économie réelle. Et une chose qui m'a frappé, qui est une Maroc dans vos chiffres, c'est que vous prenez les deux premières lignes, c'est qu'il y a le secteur industriel automobile en première ligne, et le deuxième, c'était le nearshore avec le développement du système d'information où, quelque part, à tous, plus naturellement, on est connu et reconnu ici à Casablanca. Or, l'objectif de cette 4e révolution, c'est que ces deux lignes fusionnent. Derrière, un industriel, quand il va réfléchir maintenant à implanter une usine au Maroc, il va réfléchir aussi à développer ces cols bleu clair et toute la puissance des talents qui va lui permettre de passer cette transformation digitale qui est la 4e révolution industrielle. Donc les choses ne vont pas se séquencer, mais se paralléliser et se démultiplier. Et c'est les acteurs, et c'est un des intérêts du Maroc, c'est que vous êtes sur une dynamique de croissance sur ces deux lignes-là, ce qui est assez unique. Prenez la France, nous on est sur une croissance sur le digital, mais on sait que depuis un certain nombre d'années, notre industrie est en clim. Elle a été largement envoyée en Chine. Cette révolution, pour nous, c'est un moyen, ce qu'on appelle la nouvelle France industrielle, de réindustrialiser notre territoire par le fait que justement le coût humain, qui était le coût principal de toutes les révolutions précédentes, n'est plus le facteur principal. Voilà, c'était juste pour qu'on fasse un peu le slide suivant, s'il vous plaît. Alors tout ça vient de l'Allemagne, hein, l'industrie 4.0, c'est un terme allemand, mais ça existait avec la nouvelle France industrielle en France, c'était le smart plant, et maintenant ce qu'on appelle l'industrial IoT aux États-Unis. Alors il y a beaucoup de vocabulaire, de wording là-dessus, mais derrière j'ai repris la vision allemande parce que je trouve qu'elle synthétise bien les 3 points forts. C'est que l'usine, oui, on parlait de la 5G, elle devient numérique, mais plus que ça, c'est cette donnée qui va lui donner une flexibilité justement sur son outil de production pour mieux personnaliser, mais surtout pour pouvoir gérer des petites séries en fonction de la demande, et derrière les produits vont de plus en plus évoluer très vite. Le deuxième, on a parlé de la 3D, notamment avec Dassault Systèmes, il y en a d'autres, il y a Siemens aussi par exemple, sur le jumeau numérique. Et on y viendra dessus.
Et puis le troisième, c'est une dimension qu'on a vue dans la mobilité, mais qui va être de plus en plus vraie dans l'usine, qui est la capacité à produire avec une électricité de plus en plus durable, mais pas que, une économie aussi de la matière première. Donc on peut parler d'impression 3D, par exemple, autour de ça. Le slide suivant, s'il vous plaît. L'autre notion importante aussi de l'industrie 4.0, c'est que l'entreprise devient étendue. C'est-à-dire que toutes les révolutions précédentes étaient souvent centrées sur l'usine. Là, aujourd'hui, il faut que l'usine et la donnée de l'usine quittent l'usine, alors pas pour quand même continuer à centrer sur sa performance de l'usine, mais aussi soit de plus en plus en lien avec les commandes. Je parlais de personnalisation, de flexibilité de l'usine, donc ça va être en lien avec la logistique, qui va impacter aussi justement le besoin de personnaliser auprès des clients. Et tout va jouer au niveau de la donnée. C'est un peu la transition. Slide suivant, excusez-moi, je vais aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Il faut que je rattrape un peu le retard. Qui est la révolution de la donnée. Ça, c'est une vision Atos, très IT. Mais qu'on a aussi travaillé, notamment avec le Gimelec. Là, je vous donne 2 livres blancs qu'on a produits, qui est la révolution des données du Gimelec. C'est tout le tissu industriel français. Où on a réfléchi justement à l'industrie du futur. Et on a fait un salon avec Siemens le mois dernier sur le Digital Industry Summit pour présenter justement toute cette révolution autour de la donnée. Pourquoi? Parce que la donnée, jusqu'ici, elle était dans le process, ce qui a fait le succès des SAP, par exemple. Les ERP, tout le monde a connu, les très orientés mainframe, si on prend le langage COBOL, on est tous passés par là. Après, il y a la révolution Internet, et là, on a tout centré sur la relation client. D'ailleurs, à un tel point que nous, nos maîtrises d'ouvrage ne connaissent plus leurs données, ils connaissent que les écrans, et les relations qu'on a avec les utilisateurs finaux. Et l'arrivée du Big Data, même si j'aime pas cette terminologie, parce qu'elle a tendance à tout mettre dedans, comme le terme industrie 4.0 ou 5.0, je sais plus où vous voulez donner. Mais la révolution, elle est là. C'est que la donnée, elle doit être réappropriée pour que derrière, facilement, je puisse lui apporter des nouveaux services, des nouveaux gains de productivité. Et pour ça, ça change complètement la révolution, puisque derrière, la digitalisation, elle a pour principal but de produire de la donnée. Complètement l'inverse de tout ce que vous entendez avec le wording aujourd'hui. Ce que je vous dis aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être dans l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de données. Et notamment de données historisées, classifiées, taguées, qui va permettre d'automatiser en fait une intelligence humaine. Mais si on ne comprend pas forcément comment ça marche derrière avec le neuronal. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc ne soyez pas d'abord les champions de l'intelligence artificielle, comme j'ai pu l'entendre, mais c'est vrai, parce que derrière il y a beaucoup de mathématiques, donc il y a des talents à développer, mais soyez d'abord, si je peux donner un conseil, les champions de la donnée, parce que vous le serez naturellement. Voilà, c'est une des choses qui est importante que je veux dire. Je vais faire vraiment passer les messages clés. Alors on a parlé de la 3D, on va lancer un petit film en même temps. N'hésitez pas le son si ça vous ennuie pas, comme ça je vais pouvoir parler en même temps. La révolution de la 3D, c'est important parce que ça c'est une donnée qui jusqu'ici, si on prend l'industrie, était utilisée que par quelques-uns, ce qu'on appelle les designers. D'ailleurs, le succès de Dassault Systèmes, si on reprend, dans l'aéronautique, c'est d'avoir développé la maquette complète de l'avion et gagner en gain de productivité de design sur le design du produit et de maîtriser l'ensemble du process parce qu'on designait aussi les robots qui allaient sur la chaîne, etc. Mais c'était une vision du designer. Tout le monde qui est patron d'usine hurle à chaque fois qu'un nouveau procédé, un nouveau produit arrive, justement entre la réalité de terrain et la réalité imaginée sur Dassault Systèmes, malgré que le jumeau numérique soit plus proche d'une certaine réalité, mais orienté produit. Donc l'importance de la 3D aujourd'hui, c'est de la capter. Comment demain, je vais reproduire la donnée 3D, en plus de celle qui vient de mon monde du design, de mon PLM. Et il va falloir automatiser, c'est ce qu'on a fait chez Atos, la captation, par exemple, d'une usine. Ça, c'est une usine qu'on a entièrement captée en modèle 3D à partir de drones. À un coût, au mètre carré, fortement réduit. Alors c'est les images un peu sorties de drone, vous avez vu qu'on les a nettement améliorées derrière, parce qu'il y a des traitements mathématiques, ce qu'on appelle les algorithmes de mesh, qui vont permettre justement d'avoir le jumeau numérique complet, mais d'une usine réelle. Et notamment les designers qui, eux, imaginent l'usine, c'est-à-dire pas l'usine, ils imaginent un procédé pour 130 usines, prendre en compte chaque contexte d'une usine pour à la fois réaménager et par l'inverse, faire un gain énorme d'optimisation du procédé une fois l'usine dedans. Donc la 3D est un exemple. Mais ça va être un exemple dans les entreprises attendues, dans la production, pour faire le SCADA 3D. Comment derrière, je vais mieux superviser mon usine grâce à ces modèles 3D, notamment au niveau de la logistique interne, ou au niveau de la production derrière.
L'image est bloquée, mais je ne sais pas pourquoi. Allez-y. Avancer sur la vidéo, juste pour montrer un petit peu la partie drone. Voilà, c'est très bien. Derrière, je vous la mettrai à disposition hein, pour qu'on gagne un petit peu de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, derrière, vous voyez, c'est que des nuages de points. Entre passer du nuage de points au modèle 3D, en fait, tout ça, on l'a fait en très très peu de temps. Tout est automatisé aujourd'hui. Vous envoyez vos drones, ça prend que de la photo, c'est même pas du lidar, hein, et on a moins de 2 cm de précision. On reconstruit tout le modèle 3D et vous avez votre jumeau numérique. On y intègre bien sûr tout ce qui vient du PLM au niveau des équipements. On le fait aussi pour des équipements. C'est-à-dire aujourd'hui quand on dit oui mais moi le modèle 3D de mon équipementier, je ne l'ai pas. J'ai la documentation technique mais je n'ai pas le modèle 3D. On sait le récupérer. Donc dites-vous aujourd'hui l'objectif dans cette révolution, c'est bien de récupérer la donnée 3D. En plus de celle que vous avez déjà. Même à vos équipementiers, de la demander à ce qu'ils vous la fournissent. Il n'y a aucune raison, c'est vous qui êtes le client. Pourquoi ils ne vous la donneraient pas? Et c'est une nouvelle révolution qui commence. Bon, voilà. Je vais passer la vidéo, on va reprendre le PowerPoint. Je fais le timekeeper, hein, parce que je vois qu'on est beaucoup déplacé, excusez-moi. Merci de revenir sur la présentation. Alors la première révolution, comme je vous disais, c'est la 3D. C'est 3D, bien sûr, qu'on va faire vivre tout le long de son cycle de vie pour y gagner. La deuxième, c'est le croisement de la donnée. Aujourd'hui, l'ensemble des données sont souvent silotées. Et un des exemples, encore après s'il vous plaît, encore. Voilà. Là, c'est un exemple de ce qu'on fait avec SKF. Aujourd'hui, l'industriel IoT nous dit le meilleur moyen de digitaliser une usine, c'est de mettre des capteurs, notamment sur les machines, là où c'est largement automatisé. Or, ce qu'on se rend compte assez rapidement, c'est que certes, c'est intéressant, que ça nous donne un meilleur pilotage de nos robots, de tout ce qui est automatisé, mais ce qui a été dit par Tesla, et c'était l'erreur, c'est qu'il restera toujours, et heureusement, des humains autour de ces machines. Alors on développe le cobot pour qu'ils évoluent ensemble, mais aujourd'hui on ne supervise pas le process humain qui est clé, aussi bien que le process justement, je dirais, automatisé, qui lui, par défaut, est souvent déjà digitalisé. Quand il ne l'est pas, c'est assez facile de le faire, nous on fait notamment facilement avec MindSphere de Siemens, où c'est complètement plugable, on met un MindConnect, et demain vous avez tout votre IoT sur l'usine. Et toutes vos machines, tous vos automatismes sont complètement digitalisés. Ça, c'est facile. Par contre, l'humain, le digitaliser, c'est beaucoup plus complexe. Il faut une adoption. Et un des meilleurs moyens de le digitaliser, c'est pas de le dématérialiser. Ça va lui rajouter du boulot. C'est-à-dire que derrière, on va lui demander de saisir des choses. Saisir autour d'un PDF ou d'un formulaire, c'est du rajout de travail, c'est de la perte de productivité. Donc le seul moyen, c'est ce qu'on fait notamment par exemple avec une startup qui s'appelle Picomto. Ça permet de digitaliser à l'ère d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand moi je bricole le dimanche, je ne lis plus les manuels Ikea ou changer un joint. Je vais voir directement sur YouTube une vidéo pour savoir comment on fait. Pourquoi dans ma vie personnelle, je ne retrouve pas ce type d'outil où je me retrouve avec un PDF, une doc technique en 2D qui est complètement obsolète, en plus parce qu'elle n'est souvent pas à jour. En plus, celui qui l'a pondu, cette doc, il n'a aucun retour de terrain de ce qui se passe réellement sur l'adoption de son modèle technique. Donc c'est ce qu'on travaille avec Picomto. Mais en plus de ça, on lui fait demande de faire ses checks. On récupère aussi toutes ces, comme dans un réseau social d'entreprise, tous ces commentaires sur ces modes opératoires qui va nous permettre vis-à-vis du MES de mieux ordonnancer à la fois la gestion humaine et la gestion des machines pour avoir une supervision globale et un réordonnancement des tâches. C'est quoi une usine dans le terrain? C'est pas une usine qui tourne, c'est une usine qui est perpétuellement en crise. Donc la MES, c'est des très bons outils, mais ça marche que par rapport à une planification qui n'a pas de crise. Le jour où il y a une crise, il faut justement avoir toute cette supervision pour réadapter l'outil de production par rapport, tiens, telle machine est en panne, donc je réaffecte là, j'ai pas la provision qui était dessus, j'ai pas mes camions pour récupérer ce que je produis. C'est ça qu'on gère au quotidien. Et c'est des outils d'aide à la décision qui permettent de voir une visibilité globale de son usine, qui va permettre déjà, sans intelligence artificielle, de donner à l'humain une intelligence difficile à avoir aujourd'hui qui prend trop de temps. Un gain de productivité. Le slide suivant. Et vous voyez, là, on est dans le croisement de données. L'autre donnée importante, c'est la géolocalisation. Alors, dans la logistique, ça fait longtemps qu'on est dedans. Mettre un GPS dans un camion, oui, ça optimise les tournées. On le sait tous. Mais ce qu'on a complètement oublié, c'est la logistique interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Finwick,
Si vous saviez le TRS qu'ils ont, là où un camion doit avoir par exemple un TRS, c'est le temps d'utilité réel en charge, de 80%, un Fenwick, on l'a fait dans plusieurs usines, il est à peu près à 23%. Quand vous savez que derrière Fenwick, c'est 3 ETP pour du 24 sur 24, 7 jours sur 7, vous voyez qu'il y a une économie d'échelle énorme à pouvoir faire. Et pour ça, il faut tracer. Aujourd'hui, les Fenwick, comment ils sont utilisés? On le voit en filaire. En fait, on voit qu'aujourd'hui, c'est une logique de taxi. Là, on pourrait mettre en place une logique de bus, parce que de jour en jour, dans une usine, c'est à peu près tout le temps le même flux sanguin. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être réduites, optimisées. Et c'est juste une donnée qui nous permet, c'est de la géolocalisation indoor, pour justement optimiser l'ensemble. C'est pas que de la gestion de stock avec RFID et automatisation des flux externes. Ça, c'est déjà, aujourd'hui, largement automatisé. Par contre, donner juste une donnée de géolocalisation de où sont mes Fenwick et comment ils sont utilisés, vous verrez, vous gagnez énormément en optimisation par juste une donnée qu'est la géoloc, croisée, bien sûr, par l'ensemble de la production. Voilà, ce que je voulais vous dire déjà sur cette première partie, c'est que la donnée est clé, le croisement est clé, et pour l'instant, je ne suis pas du tout dans l'intelligence artificielle, je suis dans l'intelligence humaine. Alors maintenant, on va passer à celle qui nous vient, qui arrive, qui n'est pas encore là, qui est bien présente, on se rend compte de POC, d'innovation, c'est pour ça que c'est le directeur de l'innovation qui vous en parle aujourd'hui, et pas le directeur de la production. Mais sachez qu'aujourd'hui, tout ce que je viens de raconter là, pour le coup, c'est déjà là. Et c'est industrialisé. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'industriel IoT, nous, slide encore après, on le fait notamment avec Siemens. On a un partenariat très fort, Atos-Siemens, dans une alliance commune, pour justement avoir un développement de R&D pour faire toute cette révolution dont je viens de vous expliquer. Slide suivant. Le premier asset, et ça c'est en production, qu'on a développé, c'est déjà collecter une masse d'informations énorme dans le cloud. Et d'y mettre justement un début de service numérique et d'intelligence pour, secteur par secteur, fournir une plus-value d'optimisation, notamment, de l'ensemble de la chaîne de valeur gérée par les manufacturiers, l'énergie ou la santé, qui auront les mêmes problématiques technologiques et donc mutualisables, notamment chez Siemens. Mais derrière, donc ça c'est déjà en prod depuis quelques années, on s'est appuyé sur notre offre Codex, la suivante, excusez-moi, derrière, pour justement avoir une offre qui va de la connexion jusqu'à la gestion, le stockage, l'analyse, la prédiction, et ça va être important pour pouvoir activer. Parce que ça ne sert à rien de prédire quelque chose si derrière, on ne prescrit pas. S'il n'y a aucune action qui est liée à cette prédiction. Slide suivant. Je vais vite, je suis désolé. Donc avec Siemens, qu'est-ce qu'on a fait? C'est déjà la capacité d'avoir de la data sur l'industriel IoT. Et ça c'est génial, parce que être avec le leader de l'automatisme, tout en étant compatible avec des standards qui ne soient pas que sur des équipements Siemens, sur tout le monde dans la salle, on fait avec beaucoup d'autres, derrière, mais en mettant juste une Main Connect, une boîte, et que tout est digitalisé, une ouverture de port, c'est limite à ces deux actions. Mettre une boîte, la connecter, lui mettre du courant, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est exactement ça, et hop, c'est fini. Exactement ce que vous faites dans votre maison. Vous appuyez, vous mettez une box, votre maison est connectée. Bah là, c'est pareil, pour l'usine. Et toutes les données de vos automatismes remontent. À partir de là, on peut les superviser, on peut apporter tout ce que je vous disais, et notamment, on construit des applications avec Siemens pour apporter de l'intelligence, que ce soit dans la prédiction de la maintenance ou autre. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'intérêt, c'est bien d'aller là, c'est collecter les données pour l'analyser, pour après justement l'évaluer, mieux prédire, et aider à la prise de décision sur une gestion de crise, parce qu'on le sait qu'une usine, c'est en crise perpétuelle. Slide suivant. Alors voilà ce qu'on fait avec Siemens, je vais aller vite, encore une fois, pour rattraper le temps. Un exemple de maintenance prédictive qu'on a fait dans l'oil and gas. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'est simple, quand c'est en panne, c'est 100 000 $ par jour. Ça permet de s'y pencher, d'avoir un peu d'investissement, parce que le ROI, là, pour le coup, il est facile à trouver, donc c'est des bonnes pistes pour innover. Parce qu'un outil de forage, en fait, c'est rempli de capteurs. Et ces analyses de données, aujourd'hui, elles n'étaient pas faites. Elles étaient là pour optimiser, si vous voulez, le parcours, pour ne pas laisser de poche de gaz, vous savez, quand on creuse derrière d'une manière assez intelligente, et ne pas laisser du gaz. Et nous, on s'est dit, on va utiliser ces données pour justement faire en sorte qu'ils creusent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et prédire les maintenances, c'est pas les subir, parce que quand il suffit d'aller enlever la tête, il faut retirer tout. Je vous raconte pas, c'est des nombres de jours importants, et c'est de la perte énorme de production. Slide suivant. Donc, ils mettent
forcément l'intelligence artificielle, pour gérer ses futurs, pour gérer l'ensemble de la prise de décision, l'enjeu, c'est la précision. L'enjeu, c'est les données. C'est parce qu'on avait les données qu'on a su l'automatiser, parce qu'en fait, quand on a fait les premiers modèles, on avait une prise de décision à 55%. En gros, quand on disait d'arrêter parce que ça cassait, on avait une chance sur 2 que ça soit vrai. Autant vous dire, dans ce cas-là, on ne le fait pas. Autant laisser le hasard pour le faire. Ce qui se passait avant dans le procédé de faire des maintenances, en gros, annuelles, les choses, la maintenance programmée. Et avec le réseau de neurones, on est passé à une acuité de 92%. Et là, pour le coup, on prend une réelle décision. C'est important que la donnée gère une action qui soit maîtrisée. L'autre exemple que j'ai derrière, qui était, excusez-moi pour le slide suivant, qui était le roulement à billes avec les mêmes systèmes. Pourquoi les roulements à billes, ça s'y prête bien, et des roulements à billes, il y en a dans tous les moteurs, il y en a dans tous les équipements. Donc l'analyse vibratoire est un bon moyen, par exemple, de faire de la maintenance prédictive. Bon, ça c'est classique. On fait aussi avec SKF. Slide suivant. Donc aller jusqu'à la prescription, c'est la révolution en cours. C'est un challenge. Parce que tant qu'on n'a pas la donnée, tant qu'on ne sait pas du coup la prédire, la donnée historique est taguée, bah après, on va aller dans la prescription et après, on va aller dans le cognitif. Le cognitif, pourquoi ? Bah, c'est mieux comprendre les impacts de ma décision. C'est pas simplement savoir quelle est la meilleure décision à prendre, c'est de m'aider à prendre la meilleure décision tout en sachant les impacts que ça va donner pour prendre les bonnes décisions qui seront des conséquences de ma première décision. C'est pour ça qu'on parle d'arbre de décision. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de plus en plus de la donnée, mais de la gestion de la connaissance, parce qu'on va retravailler dans des arbres de connaissances sur l'ensemble. Slide suivant, excusez-moi. Donc derrière, on va percevoir notre monde, notre environnement, pour essayer de raisonner, plus simplement d'analyser. Et là, ça change complètement, c'est pour ça qu'on parle plus de deep learning que de machine learning, quand on arrive là-dedans, et que derrière, on va travailler aussi sur l'image, par exemple le contrôle qualité, automatisé, contrôle visuel, qui est important, vous savez, derrière, dans la production, pour prendre les meilleures décisions et après faire du rétrofit. Et d'être dans un boucle d'amélioration continue. Alors là, on revient dans le lean management qu'on a pu voir sur Toyota, mais d'une manière justement de plus en plus automatisée grâce au système d'information de l'usine. Slide suivant. Alors bien sûr, nous on a développé des offres là-dessus, notamment pour la détection d'anomalies, puisqu'on va chercher des nouvelles données. Par exemple, aujourd'hui, on avait lancé un challenge industrie du futur auprès de start-up avec SKF. Depuis 20 ans, il y a un certain nombre de contrôles justement d'épaisseur de la matière qui nécessitaient de toute façon détruire le roulement à billes pour vérifier si un lot était bon ou pas. Là, avec des nouvelles technologies, on a été en capacité de trouver le Graal, qui était d'avoir justement ce contrôle qualité intelligent, en captant d'une autre nouvelle manière la donnée, mais surtout en la traitant d'une manière différente, pour éviter d'avoir justement ces contrôles qui étaient destructifs. Slide suivant. Quand on parle d'intelligence et de modèle, aussi, ce qu'on se rend compte que c'est une boucle vertueuse, notamment dans l'industrie. Exactement, un peu comme Google quand il avait travaillé sur les chats. Vous savez, les premières fois qu'ils se sont lancés dans l'intelligence artificielle, c'est le premier algorithme qu'ils avaient fait, c'était de détecter des chats dans justement les réseaux sociaux. Et une des choses qui est intéressante, c'est que une fois qu'on a appris à détecter un chat, détecter un cheval, l'effort n'est plus le même. Parce que le premier effort, en fait, c'est d'avoir des millions d'images, par exemple si on prend Google, de chats. Ce qui va permettre d'avoir l'algorithme qui détecte bien les chats. Mais après, pour faire la même chose, avoir le même nombre d'images, par exemple pour le cheval ou pour l'ornithorynque, ça devient de plus en plus dur. Parce qu'on n'a pas forcément les millions d'images. Par contre, quand on a eu l'algorithme et qu'on l'a développé d'une certaine manière en pré-entraînant, elle peut tout à fait être adaptée avec un niveau d'accuratesse sur moins de bases de connaissances pour avoir un taux d'efficacité équivalent. Par exemple, ce qu'on a fait dans le pétrole pourrait être utile dans d'autres secteurs avec la même algo. C'est la suivante. Donc du coup, il faut travailler sur des nouvelles méthodes, notamment d'intelligence artificielle, pour que justement capitaliser au maximum à la fois sur les données et sur l'intelligence. C'est la suivante. La deuxième révolution importante, et c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup de cloud dans l'industrie. Et là, je dirais attention. Attention parce qu'en fait, il y a un levier de balancier qui va très très vite, où d'un côté on est en train de tout faire dans le cloud, et moi je suis en train de voir la mécanique inverse où on va faire tout dans l'usine. Pourquoi ? Parce que des millions de données, les traiter toutes dans le cloud,
on sait d'avance que c'est pas possible. D'abord parce que ça coûte trop cher en communication. On a beau avoir mettre la 5G, ça coûte. Et 2, est-ce que c'est justifié et utile? Et 3, est-ce que ça sert par rapport à ce que je vous dis, où la donnée doit être actionable, si derrière j'ai un delta T? Imaginez la voiture autonome de demain, on était sur la mobilité. Est-ce que vous croyez qu'elle va définir, oh j'ai vu un piéton dans le cloud va dire, ah bah ça serait bien de freiner, et vont envoyer l'ordre à la voiture? Ça fait longtemps que vous l'aurez écrasé. Hein. Donc c'est pour bien comprendre, et ça va être pareil pour l'usine, parce que ce qu'on veut c'est de la flexibilité dans l'usine, que derrière, de plus en plus de choses et de données, on devra traiter au plus près de la donnée. Donc c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec ce qu'on fait avec Siemens, c'est d'aller justement aussi vers le edge computing. Oui, il y a un certain nombre de choses qu'on digitalise, qu'on va emmener dans le cloud, parce que ça permet de benchmarker les bonnes pratiques, par exemple d'usine en usine, mais traiter la donnée localement, ça va être l'enjeu de demain, notamment pour l'automatiser, pour que votre capteur devienne un actionneur automatique. Et c'est bien l'enjeu qu'on va avoir derrière. Slide suivant. Bon, je passe slide suite d'après. Nous, on a par exemple travaillé sur les smart nodes. C'est comment, justement, en mettant des nœuds au milieu, on va pouvoir bénéficier des deux mondes, c'est-à-dire du edge et du cloud. Et pouvoir traiter l'ensemble de mes modèles au plus près de la donnée. C'est exactement ce qu'on a fait, slide suivant, avec Tell.me+, sur ce challenge, où l'objectif, c'était tous mes premiers modèles derrière, c'est comment je les déploie, pas forcément dans le capteur, ça peut être une box, exactement comme je l'expliquais dans la partie maison connectée, qui va permettre de traiter cette intelligence, par exemple, envoyer une alarme intelligente, comme quoi, attention, cet équipement va tomber en panne. Et au plus près de l'opérateur, qui a lui, sur la tablette, cette alarme, le mode opératoire, et c'est déjà ce qu'il doit faire pour éviter la panne. Celui-là est suivant. Donc c'est des enjeux technologiques pas simples en fait, hein, parce que là on va reprendre et retravailler complètement la gestion du machine learning pour qu'il soit industrialisable dans l'embedded. Et ça, on a développé un certain nombre justement de propriétés intellectuelles autour de ces besoins-là. Slide suivant, bon voilà, après il y a un exemple d'architecture qui va permettre en fait, exactement comme on déploie dans le cloud, des applications, de déployer de l'intelligence artificielle ou des services au plus près des capteurs. Et ça marche. Hein. J'aurai des exemples, notamment chez Airbus, qui sont assez intéressants. Slide suivant. Alors tout ce que je viens de vous raconter, ça a des impacts aussi au niveau hardware. Là où c'est moins connu, c'est qu'Atos sert, on peut être vu comme une SS2I, ou ce qu'on préfère appeler aujourd'hui une ESN, entreprise de services numériques, mais on est aussi fabricant de hardware. Et notamment par rapport à ce que vous avez entendu de M. Macron. Pourquoi? On est le seul fabricant d'HPC. Toute cette donnée, ça nécessite de la puissance de calcul. Et on est le seul fabricant européen. Tous les autres, vous verrez, ils sont asiatiques ou américains. On pense à Cray, à Hitachi, par exemple, qui sont nos principaux concurrents avec Bull Technologies. Pourquoi? Parce que derrière, on a des nouvelles façons aussi de voir la puissance de calcul. Je vous parlais de cloud, ce sont sur du CPU. Quand on parle aussi de Edge, on va être sur le GPU. Et quand on parle de Mist ou de Fog, on va être sur du FPGA, puisque là, on va mettre justement la puissance de calcul au plus près du capteur, voire dans le capteur, il faut qu'il soit reprogrammable. Vis-à-vis de ça, slide suivant, donc nous avons toute une stratégie produit, notamment hardware, pas que du service comme vous avez pu voir, pour pouvoir justement apporter de la puissance de calcul dimensionnée, qui n'est pas celle qu'on met dans les clouds HPC comme pour Météo France, pour prédire la météo de demain, mais justement ce qu'on appelle des pockets, slide suivant, pour pouvoir justement avoir toute une gamme de produits, que ce soit sur du GPU ou sur du CPU ou que ce soit sur du FPGA, au plus près de la donnée captée. Il me reste 2 slides. Slide suivant. Voilà un exemple d'hardware qu'on va produire là en début 2019. On en a déjà, que vous avez pu voir, Cloud Industrial Supervision. Et le prochain qu'on produit, là, avec Rital notamment, avec un leader DB dans le monde industriel. Slide suivant, c'est le dernier. Qui est aussi de travailler sur mettre en place, parce que c'est ce qui va arriver derrière, de l'intelligence Edge Data Center. Et c'est pour ça que je vous donnais une alerte. C'est qu'aujourd'hui, tout mettre dans le cloud, notamment par exemple sur d'autres acteurs, c'est perdre le contrôle de sa donnée, c'est rajouter des coûts. Et c'est aussi enlever tout ce que je viens de vous raconter dans les avancées. Donc il faut aussi penser d'aujourd'hui des architectures qui va permettre à la fois de faire du cloud, du edge et du mist computing de demain. Et j'espère que voilà, avec Atos, en vous accompagnement, on peut vous aider à la fois sur le hardware, sur le software, le service, l'accompagnement, le développement des usages et d'autres intelligences artificielles
pour vos usines qui auront, vous l'avez vu avec les 2 lignes du secrétaire d'État, le besoin de converger. Merci à vous.